Donc cet atelier, alors je me présente d'abord, je suis Camille Becquet, responsable de la pédagogie au sein de l'association Proxité. Et donc j'animerai cet atelier qui aura pour objectif finalement de comprendre le rôle du mentor, ses enjeux, identifier des indicateurs de réussite et discuter des étapes finalement indispensables pour mener à bien son mentorat, être un mentor engagé et épanoui. Nous allons avoir du coup plusieurs intervenants, 4 interventions par ordre de prise de parole. Linda Sagodira, donc directrice du réseau pour l'association Nos Quartiers ont du talent, et marraine. Nous aurons également l'intervention de Rudy Duchesne, professeur dans un collège à Gennevilliers et coordinateur national des mentors d'établissements scolaires pour Télémac. Nous aurons également Béatrice Engrand, présidente de l'Agence nationale du service civique. Et nous aurons également l'intervention d'Atina Marmora, fondatrice de l'association Révèle. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de ces interventions dans le chat, mais nous prendrons également un vrai temps de questions-réponses, une bonne demi-heure à la fin de ces interventions. Donc n'hésitez pas à venir déposer dans le chat toutes vos réactions et questions. Du coup, n'oubliez pas de bien fermer vos micros quand vous ne prenez pas la parole, voilà, pour qu'on puisse bien ne pas avoir d'écho, etc. Du coup, pour rappel, cet atelier est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à désactiver votre caméra. Hop. Et du coup, nous allons démarrer avec la première intervention donc, de Linda Sagodira, qui va pouvoir nous faire un premier témoignage en tant que mentor, en tant que marraine. Et du coup, je ne sais pas si Linda Sagodira, est-ce que vous... Je suis là. Vous m'entendez? Parfait. Merci Camille. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Linda Sagodira, je suis la directrice du réseau NQT et je suis ravie de pouvoir vous apporter mon témoignage sur la posture du mentor. Peut-être avant cela, voilà, je vais vous dire quelques mots sur le métier d'NQT. Donc, NQT est une association qui accompagne les jeunes diplômés issus de milieux modestes vers l'emploi, l'alternance et même la création d'entreprises, en s'intégrant à la responsabilité sociétale des entreprises au travers d'un dispositif de mentorat. Donc, quelques chiffres clés. NQT est une association qui existe depuis 2006, donc qui a 15 ans d'existence et qui est reconnue d'intérêt général. Nous avons déjà accompagné 50 000 jeunes partout en France et dans les DOM. Et pour cela, nous mobilisons à ce jour environ 700 entreprises partenaires et nous avons à nos côtés 13 000 mentors. Alors, pour rappel également, aujourd'hui, les bénéficiaires du dispositif de NQT, eh bien, ce sont des jeunes hauts diplômés, donc ils ont un minimum de Bac+3, ils ont moins de 30 ans et ils sont issus de milieux modestes. De QPV, donc quartier prioritaire de la ville, et de ZRR, donc de zone de revitalisation rurale. Donc, le mentorat, aujourd'hui, il présente de nombreux bénéfices pour les jeunes, mais aussi pour l'entreprise et ses salariés, parce que ces jeunes, finalement, ils ont tous un point commun, ils présentent un gros potentiel pour les entreprises, car ce sont des jeunes qui ont réussi envers et contre tout à décrocher un diplôme avec peu de moyens. Ils ont la particularité d'être pleins de résilience. Et pour reprendre d'ailleurs les propos de notre président fondateur Yazid Chir, bien, ce sont des warriors. Donc, le mentorat, c'est la possibilité de créer des ponts, des rencontres absolument improbables entre des cadres en entreprise et ces jeunes qui ont besoin d'un soutien, de conseils et d'accompagnement. Autrement dit, c'est du lien social. On crée du lien social. Donc, j'ai souhaité moi-même, à mon niveau, m'investir en tant que mentor et j'accompagne actuellement une jeune diplômée qui est en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans.
Ma démarche, au départ, c'était de profiter de cette double casquette, hein, à la fois pour me mettre à la place du public que nous mobilisons, à savoir les parrains, les marraines, donc qui sont ces cadres aujourd'hui en entreprise, et puis bien évidemment mieux connaître nos bénéficiaires, nos jeunes, cerner leurs difficultés, mieux comprendre leurs besoins. Et puis, il y a également une volonté aussi très personnelle, hein, d'un point de vue tout à fait personnel. J'ai surtout, in fine, voulu apporter mon soutien et mon accompagnement, surtout dans le contexte actuel. Voilà, pour vous dire les choses avec beaucoup de franchise. Donc, en tant que mentor, notre rôle, il est à mon sens avant tout de sensibiliser ces jeunes à leur potentiel, à la fois en leur apportant l'écoute dont ils ont besoin et en leur permettant de reprendre confiance en eux, reprendre confiance dans le monde professionnel, le monde du travail. Par exemple, dans mon expérience de mentor, j'ai amené ma filleule à tout simplement réfléchir à ses attentes, à son objectif professionnel, de manière à ce qu'elle puisse élaborer un CV qui illustre suffisamment bien son parcours, ses compétences au regard de sa recherche. Donc, c'est tout simplement apporter un regard neuf, extérieur, sur un CV, sur un pitch, par exemple. Donc, en tant que professionnel, voilà, distiller quelques conseils très concrets, ça permet à ces jeunes bien de réajuster leur posture. Et ça, c'est important. Donc, avant cela, il y a nécessairement une phase d'écoute parce que ces jeunes sont parfois découragés. Et puis, il y a une phase de passage à l'acte. Il faut les pousser à l'action, en tout cas, les accompagner dans cette démarche. Et effectivement, c'est une démarche qui nécessite d'accorder 2 à 3 heures par mois. C'est quelques échanges de mails, quelques coups de téléphone. Mais on constate que ça permet vraiment de débloquer une situation ou au moins de faire avancer les choses. Donc, c'est exactement ça qu'il faut avoir à l'esprit en tant que mentor, c'est qu'en donnant quelques heures de leur temps, les cadres en activité, ils peuvent changer le cours d'une vie d'un jeune diplômé en le coachant personnellement dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou même dans un projet de création d'entreprise. Donc, je dirais qu'il ne faut surtout pas se positionner en sauveur. Il faut mettre le curseur au bon niveau et surtout pas voilà, se faire de reproches à soi-même et mettre un niveau d'exigence qui pourrait nous empêcher voilà, de se lancer dans cette démarche. En tout cas, à mon niveau, c'est une démarche qui m'a permis de prendre conscience que le mentorat, c'est une relation gagnant-gagnant entre le mentor et le mentoré. Et puis finalement, ça rejoint ce qui ressort de nos études d'impact. Aujourd'hui, 75% des mentors, donc de ces cadres qui accompagnent ces jeunes, disent être fiers de l'engagement de leur entreprise. Et donc, il s'avère que le mentorat s'avère aussi être un outil et un moyen puissant de fédérer les équipes autour d'un projet d'entreprise. Donc voilà, gardez en tête que le mentorat, c'est environ quelques heures, 2, 3 heures, voire plus, d'investissement en temps par mois pour le parrain, la marraine. C'est du soutien à ces jeunes pour qu'ils ne baissent pas les bras. Ce sont des conseils très pratiques pour se faire recruter. C'est aussi la découverte pour ces jeunes des codes de l'entreprise, puisque pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Et puis, c'est aussi une ouverture sur un réseau, sur un carnet d'adresses. Alors, le résultat qu'on a observé, je dirais hors contexte Covid, il est qu'au bout de 6 mois de recherche avec l'engagement d'un mentor, on observe que 70% de ces jeunes décrochent un contrat de travail à la hauteur de leurs compétences. Donc, je voudrais peut-être juste terminer en disant que, alors aujourd'hui, il se trouve que, je disais dans les échos que 50% des jeunes diplômés qui ont un bac+5 sont en recherche d'emploi.
Malheureusement, on s'attendait à ces chiffres. Et au sein de NQT, avec la crise sanitaire que nous traversons, nous voyons une augmentation exponentielle de ces jeunes qui rejoignent notre dispositif. Ils sont plus 50% en 2020 par rapport à 2019. Et là, NQT a une vraie responsabilité vis-à-vis de ses mentors afin de les garder engagés. Donc, petit appel à ceux qui peut-être hésitent encore. Voilà, ces jeunes ont besoin de vous, ils ont besoin de parrains, ils ont besoin de marraines, de votre soutien. Et surtout aujourd'hui, il faut que l'on soit tous à la hauteur de la demande, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur mon expérience de mentor avec cette double casquette de directrice du réseau d'NQT. Voilà, on pourra échanger après lors des questions-réponses. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était en effet intéressant d'avoir ce regard à la fois de finalement partenaire entreprise et de marraine. Merci beaucoup. Je passe la parole à Rudy Duchesne, qui est donc professeur de SVT au collège d'Imoquet de Gennevilliers et coordinateur national des mentors d'établissements scolaires pour Télémac, établissement cité éducative. Oui, merci. Alors bonjour à tous. Du coup, donc je vais me présenter. Donc en fait, je vais intervenir avec une double casquette également. Donc je suis professeur d'SVT donc dans un collège REP+, cité éducative, donc du côté de Gennevilliers en banlieue parisienne, depuis maintenant 7 ans, et je suis également en fait en charge de la coordination des mentors établissements scolaires chez Télémac. Donc en fait, je vais vous présenter peut-être aussi l'association rapidement de Télémac. Donc vous avez rencontré Erika Cogne, la directrice générale, juste en plénière au tout début. Donc en fait, Télémac, on existe depuis 2005. On a fêté nos 15 ans cette année, enfin l'année dernière. Et en fait, depuis 2005, on accompagne on a accompagné 1650 jeunes. Ce qu'il faut savoir, en fait, le cœur de notre association, c'est un double parrainage. Le fait effectivement que les jeunes sont accompagnés par un mentor entreprise, puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plus de 120 entreprises partenaires et également des collectivités qui nous rejoignent dans ce projet-là. Et l'autre volet, c'est effectivement l'éducation nationale, c'est-à-dire que le jeune est aussi accompagné par un mentor établissement scolaire. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 200 établissements scolaires qui ont rejoint effectivement l'aventure Télémac. Donc, le jeune, en fait, Télémac, il est accompagné en fait de la 5e jusqu'à la terminale, donc c'est-à-dire sur toute sa scolarité. Et l'objectif en fait de l'association, ça va être la première chose, ça va être de lutter contre l'autocensure. Ça va être aussi l'ouverture socio-culturelle pour le jeune, le travail également de la confiance en soi et également aussi avec le volet de l'entreprise, la découverte du monde de l'entreprise, entre autres avec le stage en 3e. Dans lequel le jeune pourrait éventuellement faire son stage. Donc c'est vrai que moi je vais vous parler un petit peu de différentes expériences que j'ai pu avoir en tant que mentor et puis ma casquette également en tant qu'enseignant et peut-être aussi les limites que nous on rencontre en tant qu'enseignants et acteurs du système éducatif. Alors la particularité c'est que les mentors Télémac en fait ils vont être identifiés sur différents points. Le premier, c'est que l'objectif en fait de mentorer des jeunes élèves Télémac, c'est d'accompagner, d'avoir un accompagnement plus poussé dans le mentorat. C'est aussi très souvent leur faire ouvrir le champ des possibles, à savoir effectivement que très souvent il y a une méconnaissance, ne serait-ce qu'au sein de la sphère familiale, mais aussi auprès du jeune, des études éventuellement qu'ils peuvent poursuivre. C'est aussi leur donner confiance en eux et également, c'est surtout un accompagnement sur l'avenir et sur l'épanouissement personnel du jeune. Donc pour ça, en fait, la particularité de l'association, c'est qu'effectivement, le jeune Télémac, il est recruté sur le fait d'être impérativement boursier. Ça, c'est un critère important et également d'être motivé, c'est-à-dire qu'en fait, on va présenter le programme aux jeunes élèves et on va leur demander effectivement une motivation puisque l'objectif, c'est au cœur donc, de ce parrainage
ça va être de réaliser éventuellement des sorties culturelles, des choses comme ça, hors temps scolaire. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut également que ce jeune soit disponible. Et puis après, il y a aussi le volet parent, puisque on va aussi avoir l'objectif de donner confiance aussi aux parents dans ce dispositif, et puis de voir aussi comment les parents peuvent accompagner leur enfant au travers de ce programme. Alors, de manière générale, en fait, je vais vous parler d'un exemple d'un impact d'un jeune que j'accompagne moi en tant que mentor établissement scolaire, c'est Nicolas, que j'ai eu au collège et maintenant qui est élève en terminale dans un lycée à Gennevilliers. En fait, le profil de ce jeune, donc c'est un élève boursier, c'est un élève qui est élevé par sa maman, enfin uniquement par sa maman. Et c'est en fait un très bon élève qui a donc fait une très bonne scolarité en collège et qui, pareil, en lycée, s'épanouit. Sauf qu'en fait, quel a été le rôle du mentor, ne serait-ce que son mentor d'entreprise et moi également, ça a été en fait tout un accompagnement sur sa scolarité. On a pris vraiment le temps de lui expliquer les choses, aussi lui faire découvrir des filières qui n'existaient pas forcément. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément connaissance de certaines filières parce que le milieu culturel, il va y avoir certaines limites ou que nous, en tant qu'enseignants, on va éventuellement développer des points, mais peut-être pas passer beaucoup plus de temps, puisque l'objectif étant d'être assez généraliste pour présenter les choses face aux élèves, puisqu'on a des profils complètement différents quand vous avez une classe devant vous. Donc, c'est vrai que ça a été toute une construction depuis le collège jusqu'à aujourd'hui en terminale. Et dernièrement, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'engage dans une filière qui est Sciences Po à Paris, dans lesquelles, effectivement, ce n'est pas forcément une destination dans laquelle il aurait, je pense, souhaité éventuellement s'orienter, puisque au départ, quand il était élève au collège, il ne connaissait absolument pas en fait ce cursus. Donc, l'objectif de ce double mentorat, ça a été de l'accompagner tout au long de sa scolarité et de voir avec lui un petit peu quelles ont été ses attentes, ses objectifs, et aussi un petit peu de le pousser aussi, parce que c'est vrai que si on n'avait pas été là, je pense que voilà, c'était un élève qui, étant donné a des très bons résultats scolaires, qui du coup aurait fait peut-être un parcours un peu plus simple, parce que du coup, il le dit lui ouvertement que c'était facile de suivre une scolarité lambda et ne pas forcément essayer de dépasser des limites et de se surmonter un petit peu. Et l'autre objectif de cet accompagnement, ça a été donc cette ouverture socioculturelle, puisqu'on a fait énormément de sorties avec lui, que ce soit dans au théâtre, opéra ou je ne sais trop quoi. Et ça va même plus loin, puisque son tuteur d'entreprise, il l'a aussi accompagné dans la conduite accompagnée également. Donc, vous voyez qu'en fait, le mentorat va au-delà en fait, aussi de l'accompagnement scolaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un objectif de faire en sorte que le jeune s'épanouisse et qu'il devienne aussi lui-même acteur de cette société, voilà, qu'il ait confiance en lui, qu'il ait une aisance également orale. Et voilà, on essaie de travailler sur plein de volets. Alors aussi, ce qui est aussi intéressant et aujourd'hui, ce qui peut être aussi un frein dans l'éducation nationale, c'est de comprendre un petit peu pourquoi on a besoin de mentors et pourquoi nous, enseignants, il est parfois peut-être plus difficile d'être véritablement un mentor attitré auprès des élèves. C'est que très souvent, alors moi, par exemple, je suis prof principal de 3e, donc je m'occupe de l'orientation là actuellement de mes élèves de 3e qui font partie sur des lycées professionnels ou des lycées généraux. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que c'est pas facile en fait d'établir comment dire, une relation étroite avec les élèves, puisque là en fait, la particularité c'est qu'on les a que 1 an, et en fait très rapidement on va rencontrer un certain nombre de contraintes qui sont le fait qu'on ne connaît pas forcément super bien ses élèves. Alors on les connaît scolairement, on connaît effectivement leur capacité, mais en fait, on s'aperçoit que quand on mentore un élève sur plusieurs années, ça permet en fait de tisser un lien qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus important, et ça permet aussi de prendre le temps de comprendre l'entourage du jeune, de voir aussi quelles sont ses envies, son potentiel. Et du coup, c'est vrai que ce temps d'échange qu'on a quand on est mentor, on ne va pas forcément l'avoir quand on est enseignant. On l'aura, mais pas aussi pointu, pas aussi précis.
parce que j'ai 25 élèves et que je ne peux pas forcément faire ça avec mes 25 élèves, de vraiment déclencher ce mentorat vraiment très précis avec eux. Par contre, effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que des collègues se lancent dans cette histoire de mentorat et que du coup, effectivement, c'est aussi, moi, en tant qu'enseignant, c'est d'avoir une relation différente avec les élèves. Et je peux vous dire effectivement que quand on va au théâtre avec son élève et qu'on n'est plus le professeur, mais qu'on est Rudy, un adulte lambda, et qu'en fait, on peut avoir des discussions diverses et variées avec son élève, c'est aussi vachement intéressant parce que même nous, personnellement, on apprend énormément, mais les élèves aussi se rendent compte qu'on n'est pas forcément uniquement là pour leur donner des savoirs, et puis on peut être là aussi pour les accompagner sur des choses beaucoup plus précises et leur permettre effectivement un épanouissement personnel. Et je dirais que aussi, ce qui est chouette en tant qu'enseignant et quand on a des mentorés, c'est qu'on arrive à savoir ce qu'ils deviennent, parce que malheureusement, quand les élèves partent au lycée, très souvent, la relation, elle disparaît un petit peu, alors que quand vous mentorez des élèves, vous continuez à savoir ce qu'ils deviennent. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des relations de parrain, je peux dire, effectivement, avec mon jeune, et on s'appelle à tout moment. Il sait qu'il peut me contacter pour n'importe quel problème, n'importe quelle question. Et ça va au-delà du scolaire, et c'est ça aussi qui est chouette et qui permet aussi d'avoir un autre aspect de mon métier d'enseignant. Donc voilà, donc après, je pense qu'on pourra échanger sur les questions, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui défilaient, mais on reviendra dessus plus tard. Oui, merci beaucoup Rudy. Alors peut-être juste une petite question qu'on peut traiter maintenant, parce qu'elle est très spécifique aussi à cet environnement-là. C'est finalement par rapport aux familles et l'intégration des parents dans la relation de mentor. Donc comment concrètement vous intégrez la famille dans cet engagement, dans ce mentorat, et finalement quel retour d'expérience ensuite les familles, quels impacts aussi les familles font remonter sur ce mentorat? Alors en fait, quand on présente le projet aux élèves, lorsqu'ils adhèrent, et que la famille également, il y a une réunion qui se passe dans l'établissement scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, le parrainage va véritablement commencer au sein du collège. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les familles connaissent déjà la structure, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'établissement scolaire. Et ils savent aussi, en général, ils ont une connaissance de l'enseignant. La particularité de la nouveauté, c'est le mentor, en fait, entreprise, qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est un adulte, donc un bénévole de nos entreprises partenaires qui veut passer du temps avec des jeunes. Donc la relation, elle se construit ici. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où on casse un petit peu toutes ces barrières, où on apprend à se connaître tous, où on échange aussi nos numéros de téléphone. Et c'est là aussi où nous, au sein de l'association Télémac, on invite en fait les gens, en tout cas les parents, à assister à la première sortie qui se réalisera, je ne sais pas, dans un théâtre ou je ne sais pas quoi, pour commencer véritablement à entretenir cette relation, puisque certes, ils connaissent l'enseignant, mais ils ne connaissent pas le mentor entreprise. Donc la relation, en fait, elle se construit au fur et à mesure. C'est vrai qu'au départ, les parents, leur élève est en 5e, donc c'est des élèves qui sont jeunes. Il faut faire confiance aux adultes. Et donc, progressivement, en fait, cette relation, elle va se tisser. Et moi, je vois aujourd'hui la maman de Nicolas. C'est vrai je l'ai de temps en temps au téléphone, mais depuis la 5e, maintenant, son fils est en terminale. Elle a une reconnaissance, en fait, envers ses deux mentors. C'est-à-dire que, voilà, elle nous considère… c'est vrai que je ne sais même pas, j'arriverai pas à qualifier le mot qu'on peut avoir. On n'est pas le papa de Nicolas, mais c'est-à-dire que voilà, on est deux adultes qui appuyons, qui soutenons son fils, qui lui dit en aucun cas on prendra la place des parents, mais voilà, qui lui permettons de faire de nouvelles choses qu'il n'aurait pas forcément la chance de faire s'il était tout seul avec sa maman, même si je sais qu'elle fait énormément de choses pour lui. Mais voilà, comme je le dis, c'est des élèves boursiers, donc automatiquement, il y a aussi des contraintes financières. Et en fait, c'est du coup des contraintes financières qui peuvent être aussi des contraintes sur le culturel. Et aujourd'hui, on sait que pour s'épanouir dans cette société, il faut un minimum aussi de bagages. Donc, l'objectif, lui, c'est de leur donner des bagages. Et voilà, on a une véritable reconnaissance des parents et c'est vrai qu'ils nous remercient. Et je vous inviterai à aller voir des témoignages de parents, si vous voulez, sur notre site Télémac. Et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un résumé de l'implication des parents.
Merci beaucoup. Et en effet, on prendra de toute façon voilà, un temps de questions-réponses à la fin de ces interventions. On voit qu'il y a pas mal de questions, notamment aussi autour de la définition finalement de quelle est la différence entre un coach, un mentor, un parrain. On reviendra aussi sur tous ces termes peut-être à la fin de ces interventions. Merci beaucoup Rudy. Nous accueillons désormais Béatrice Engrand, présidente de l'Agence nationale du service civique, qui va nous présenter notamment le fonctionnement des tuteurs pour les jeunes en service civique et voilà, quel est l'apport de ce rôle de mentorat également. Merci. Alors, Béatrice, est-ce que vous m'entendez ? Alors, je ne sais pas si Béatrice Engrand est là. Bon, on va un petit peu modifier le programme et du coup, je vais donner la parole à Atina Marmora, fondatrice de l'association Révèle, voilà, qui va notamment témoigner sur l'importance d'accompagner les jeunes filles dans leur orientation à travers notamment la posture du rôle modèle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Camille. Bonjour. Donc oui, Atina Marmora, donc fondatrice de l'association Révèle. Donc Révèle, c'est une association qui depuis 2013 accompagne les jeunes filles âgées de 14 à 20 ans de milieux modestes dans leur épanouissement personnel et professionnel. Et donc pour ce faire, on propose plusieurs programmes pédagogiques et un de nos, je dirais, nos partis pris, c'est le fait de proposer à ces jeunes filles la rencontre avec des rôles modèles. Donc une rôle modèle chez Révèle, c'est quoi? C'est une femme qui est épanouie dans ce qu'elle fait, quel que soit son métier, et qui est prête à partager avec nos jeunes filles son parcours. Donc rôle modèle, c'est pas vraiment exactement, je dirais, la même chose que qu'être mentor. On n'a pas de programme de mentorat spécifique. Par contre, on croit très fort à la force de cette relation. Quand une femme vient en tant que rôle modèle chez Révèle, elle vient pour parler de son parcours. Elle vient pour parler d'elle. Donc les rôles modèles interviennent sur le parcours Révèle ton potentiel, qui est le parcours d'entrée dans l'association, et notamment le dernier jour de ce programme pédagogique qui dure une semaine, où les jeunes filles sont en position de pitcher leur projet. Donc elles ont été accompagnées pendant toute la semaine sur leur connaissance d'elles-mêmes. C'est vraiment une expérience qui vient transformer la jeune fille dans sa capacité à savoir qui elle est, quelle femme elle veut devenir, quels sont ses projets. Et donc on les accompagne d'abord dans une transformation individuelle pour être en capacité après d'interagir avec les autres. Et les jeunes filles sont amenées à changer à la fois leur regard sur elles, leur regard sur la société, et du coup, quand elles rencontrent ces rôles modèles, elles sont en capacité de prendre, entre guillemets, tout ce qu'elles ont à leur donner. Donc les rôles modèles interviennent à ces moments des jurys. Avec nous, notre attente, c'est que ces rôles modèles soient là pour ouvrir le champ des possibles auprès de ces jeunes filles à travers un témoignage avec authenticité. Donc authenticité, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que la rôle modèle, au-delà de parler de son métier, c'est vraiment pas le sujet, c'est de parler de son parcours de femme, en fait, et de revenir sur elle, quand elle avait 16 ans, c'était comment pour elle, comment ça se passait, comment est-ce qu'elle a construit son parcours, quelles ont été les personnes clés dans son parcours qui ont fait qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui. Et donc c'est très important d'être en capacité, en tant que rôle modèle, d'exposer en fait cette vulnérabilité avec à la fois les succès, mais aussi les échecs qui font qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui. Et ça s'accompagne, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas de façon naturelle exposer sa vulnérabilité. Donc chez Révèle, on a tout un accompagnement des rôles modèles pour leur permettre de faire ce travail-là et vraiment de parler avec les jeunes filles. Et ça, ce que ça va faire, c'est que
la base de tout, c'est qu'on peut venir et dire, voilà, je vais aider ces jeunes filles, mais si la jeune fille n'a pas compris, en tout cas, n'est pas en capacité de prendre ce qu'on va lui apporter, bon, elle va l'écouter et ça va partir comme ça. Donc, c'est important que déjà, il y ait eu ce travail-là en amont pour que la jeune fille se saisisse de l'expérience, et il y a un vrai phénomène d'identification qui se crée. Donc la force, la spécificité de Révèle, c'est quand même je dirais cette force de l'identification de femme à fille. Donc la jeune fille va s'identifier plus facilement si c'est une femme qui est devant elle, et va pouvoir identifier je dirais, des moments clés qu'a vécu cette jeune femme dans lesquels elle se reconnaît. Je prends l'exemple d'une rôle modèle qui, à un moment donné, exposait sa problématique dans sa relation avec son père. Donc, on sort complètement de l'ordre professionnel, de son métier, etc. Donc, elle parlait de son choix d'orientation et du fait que son père était contre et comment elle a fait pour que son père et sa famille acceptent ça. Et ça a été un vrai levier pour cette jeune fille qui s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule à vivre cette situation familiale un peu délicate, et qui a pu capitaliser là-dessus pour rentrer chez elle et du coup avoir un peu, je dirais, le courage et la force de parler de ses choix d'orientation. Je pense qu'ensuite, ce qui est important aussi dans cette alliance entre la jeune fille et la rôle modèle, c'est d'éviter que la rôle modèle se mette en position, alors je l'ai entendu tout à l'heure à travers la personne qui parlait pour NQT, mais cette posture de sauveur. Chez Révèle, on part du principe que la jeune fille sait ce qui est bon pour elle. Elle le sait. Et donc, on ne va pas venir en sauveur pour sauver cette jeune fille, mais plutôt là, en écoute, en partage. Et c'est la jeune fille qui a cette responsabilité de prendre ce qu'elle veut dans le témoignage de la jeune femme. Et c'est aussi se déresponsabiliser de ce que va faire la jeune fille de ce moment, de ce qu'elle va faire par la suite. Ça lui appartient, et ça aussi, ça s'accompagne, c'est pas forcément évident. On a des femmes qui viennent avec beaucoup d'envie de changer les choses, et parfois qui... Petit problème technique. On va attendre peut-être 2 petites minutes, Katina puisse se reconnecter. On va peut-être en profiter pour commencer à répondre à quelques questions. Il y a notamment une question peut-être un petit peu centrale sur finalement quelles sont les différences entre mentor, parrain, coach. Peut-être que Rudy ou Linda, vous souhaitez réagir à ces questions sur finalement qu'est-ce que le parrainage, le mentorat, qu'est-ce que veulent dire tous ces mots d'accompagnement? Je vais me permettre de répondre. Je dirais que le mentorat, le parrainage, voilà. Et dans la paraphrase, finalement, c'est la même chose. En tout cas, à notre niveau, au sein d'NQT, voilà, on est sur des vocables qui réunissent cette même notion finalement d'accompagnement, d'un mentor, une personne expérimentée, avec un regard bienveillant sur ce jeune qui a besoin d'écoute, d'accompagnement, de conseils. Donc, voilà, mentorat, parrainage, on parle à peu près de la même chose. Pour vous, Rudy,
Je dirais que c'est effectivement un petit peu, enfin, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a une idée en fait derrière quand on a évolué aussi, nous, ne serait-ce qu'au sein de Télémac sur l'évolution de nos termes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette histoire de mentor, c'est dans l'objectif peut-être aussi au niveau international, d'avoir la même définition, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle du mentoring de façon générale, dans n'importe quel pays, ça sera effectivement cet accompagnement qui sera peut-être un petit peu différent de cette définition de tuteur, tutoring, etc., où ce n'est pas tout à fait les mêmes significations. Donc voilà, je pense que l'évolution des termes de mentor, voilà, et puis il y a aussi cet aspect voilà, linguistique, je pense, et international qui permettrait d'avoir quelque chose de commun à tous. Merci. Et en effet, je me permettrais peut-être d'ajouter que on se rend bien compte aussi que d'un binôme à l'autre, d'un jeune à l'autre, d'un mentor à l'autre, cette définition, elle peut évoluer même au sein d'une même structure. Nous, à Proxité, on le voit aussi. Voilà, certains jeunes vont vraiment voir leur parrain, en effet, comme un coach professionnel, un coach scolaire, là où d'autres vont vraiment quasiment le qualifier comme un ami, comme un membre de la famille. Donc, il y a aussi ces degrés de relation qui peuvent être très différents, variables, et en fonction finalement de ce que le jeune et ce que le bénévole ont envie d'apporter et de donner dans cette relation-là. Merci beaucoup. On va prendre une autre question autour finalement de la limite du rôle du mentor et la limite aussi du lien entre le jeune et le mentor. Linda aussi, peut-être qu'en tant que marraine ou Rudy en tant que mentor, vous avez envie de pouvoir réagir sur justement ces limites dans cette relation de confiance. Alors, la limite, elle apparaît au premier abord assez claire. Hein. On évolue là dans le monde professionnel. Je parlais tout à l'heure de regard bienveillant. L'idée, elle est tout simplement d'accompagner ce jeune vers l'emploi. Alors, on observe évidemment des situations où souvent les jeunes me disent, quand on les retrouve un peu plus tard, je suis toujours en contact avec la personne qui m'a parrainée. Et voilà, on a gardé le contact. Donc, il y a quelque chose qui effectivement peut naître de cette relation, je dirais, je ne vais pas dire d'entraide, mais en tout cas de parrainage, d'accompagnement. La limite, finalement, elle va appartenir un peu à chacun. Il n'y a pas tellement de règles. Parfois, effectivement, le jeune a eu les conseils suffisants à accéder à l'emploi et puis les choses s'arrêtent là. Et puis parfois, voilà, ça va plus loin. Voilà. Ça reste quand même une relation qui, je pense, dans la plupart des cas, est particulière. Décrocher son premier emploi grâce à l'aide, à l'écoute bienveillante, voilà, d'un professionnel, eh bien, ça marque. Voilà, ça marque. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une relation de gagnant-gagnant, aussi bien pour le jeune que pour le parrain ou la marraine. Il y a quelque chose effectivement je dirais, de gratifiant, un sentiment, voilà, d'avoir accompli quelque chose pour ces jeunes. Donc, voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. La limite, elle appartient un peu à chacun. Et effectivement, je rejoins ce que disait l'intervenante juste avant qu'elle ait cette coupure de réseau. Il faut veiller aussi à peut-être se déresponsabiliser. En tout cas, j'évoquais cette notion de ne pas se poser en sauveur. Voilà, ça, c'est hyper important. Aussi de peut-être garder la distance suffisante. Voilà quelques idées que je peux vous proposer. Merci beaucoup. Rudy, est-ce que vous avez envie de rebondir sur cette question Oui, moi je dirais en fait effectivement, je rejoindrais Linda, hein, si je peux me permettre, dans le sens effectivement que pour moi j'ai pas véritablement de limite, c'est-à-dire qu'en fait la relation elle se construit vraiment sur cette histoire d'échelle de temps puisque c'est de la 5e jusqu'à la terminale. Et oui, effectivement, les échanges qu'on a la première fois vont être complètement différents des échanges qu'on va avoir par exemple quand l'élève rentre au lycée.
Donc oui, il y a du scolaire, mais il y a aussi du personnel, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'apprendre à se connaître en fait, et d'apprendre à se découvrir l'un et l'autre. Et voilà, et moi je pars du principe que je ne mets pas de limite en fait dans cette relation de mentor, dans le sens où en fait toutes les expériences de la vie sont aussi là pour lui donner des pistes, de lui donner des outils pour se construire et puis évoluer en fait. Donc on parle de tout, vraiment, il n'y a pas de sujet tabou, quoi. Merci beaucoup. Alors du coup, on va continuer à prendre des questions. Si vous souhaitez d'ailleurs prendre la parole directement, n'hésitez pas. Puisqu'on est, voilà, il y a un peu moins d'intervention du coup que prévu, on a un petit peu de temps devant nous. Il y a une question intéressante par rapport notamment à l'environnement actuel et au fait que c'est pas toujours évident de se projeter dans sa vie professionnelle liée aux incertitudes de la société du moment. Comment finalement on peut arriver à motiver des jeunes dans leur parcours de vie qui seront probablement chahutés. Du coup, comment arriver à les motiver sans forcément savoir vers quoi on tend exactement. Merci. Je ne sais pas, Rudy ou Lina. C'est une excellente question, problématique que je rencontre au quotidien, vu en plus le contexte actuel. Comment motiver les jeunes, quel que soit le parcours scolaire, quel que soit effectivement le niveau, etc. Oui, effectivement, franchement, c'est pas facile de répondre à cette question. C'est très souvent en leur donnant des exemples concrets, c'est-à-dire que essayer de leur faire prendre conscience aussi progressivement qu'ils travaillent avant tout pour eux, que voilà, le contexte étant compliqué, qui se donnent les moyens de réussir. Et que des réussites, c'est pas forcément une réussite scolaire, c'est pas forcément faire des grandes études, c'est pas forcément tout ça en fait. C'est vraiment en fait de dire à chacun d'entre eux et à chacun de mes élèves qu'on a tous un potentiel, on a tous effectivement des performances dans des domaines qui sont variés. Ça peut être effectivement des élèves qui vont être très scolaires, qui vont adorer en fait apprendre des choses, et puis il y en a qui vont être beaucoup plus manuels, mais c'est pas pour autant qu'on sera entre guillemets moins bon ou qu'on réussira moins bien. Voilà, c'est essayer de leur faire découvrir comment dire, ces qualités qu'on a tous. On a tous des qualités. Moi, je leur dis toujours, donc je suis prof de SVT et sciences célibataires, et je leur dis, mais c'est pas grave, si tu ne réussis pas en SVT, tu réussis autre part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous réussir dans les mêmes domaines, et c'est ça aussi qui fait cette diversité de cette société. Donc voilà, c'est leur donner progressivement des outils, des éléments pour leur faire prendre conscience qu'on a tous du potentiel quelque part. Il faut trouver ce potentiel. Et c'est ça qui est compliqué aussi pour aujourd'hui des jeunes, c'est de trouver dans quoi je vais pouvoir m'épanouir, dans quoi je pourrais effectivement peut-être travailler dans le futur. Voilà, c'est essayer de leur faire découvrir. Alors, l'objectif étant, par conséquent, de leur faire toucher à plein de choses, leur faire découvrir plein de choses. Donc, c'est voilà, de faire appel à des entreprises, à faire appel, en tout cas dans les questions nationales, voilà, d'essayer de faire en sorte de faire témoigner des gens, des personnes inspirantes, voilà, des parcours différents pour éventuellement voilà, susciter quelque chose. Mais c'est effectivement une question qui est complexe et la réponse est loin d'être simple aussi. Merci beaucoup pour en effet voilà, d'avoir tenté de répondre à cette question pas évidente aujourd'hui surtout. Alors, je vais pouvoir donner la parole à Béatrice Engrand qui nous a rejoint, qui est présidente de l'Agence nationale du service civique et donc qui va nous présenter notamment le fonctionnement des tuteurs pour les jeunes en service civique. Merci beaucoup. Alors vraiment, je suis désolée, je pense que j'ai perdu au moins 20 minutes de l'intervention. Il y a eu un problème technique, je ne sais pas. Après, je n'étais pas connectée sur la bonne salle. Donc, me voilà. Ravie de vous retrouver. Merci beaucoup au collectif d'avoir sollicité le témoignage et le partage de pratiques de l'Agence du service civique. Peut-être pour rappeler, d'abord, vous dire que le sujet que nous traitons aujourd'hui, il est essentiel. Parce qu'il me semble que l'accompagnement, qu'on l'appelle parrainage, tutorat, mentorat, en tout cas cette relation transférentielle entre un jeune et quelqu'un d'un peu plus expérimenté,
c'est pour moi un des moyens d'aider les jeunes dans une situation qui est de pire en pire en fait, qui n'a jamais été très florissante dans la jeunesse française, mais qui ne fait que s'aggraver du fait de la crise sanitaire, et ça a été bien rappelé par tous les intervenants depuis ce matin. Donc là, on a, le mot à la mode, c'est levier, on a un outil, on a une possibilité qu'on doit absolument faire fructifier, même si c'est une précaution. Cette relation que j'appelle moi transférentielle ne peut pas résoudre évidemment tous les problèmes structurels du monde de l'éducation et du système éducatif français. C'est une réponse qui est plutôt relationnelle, mais qui pour moi peut être en partie structurelle, mais qui évidemment ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que l'Agence du service civique fait dans cet atelier? Il faut peut-être rappeler que donc, le service civique, c'est une expérience qui a été créée en 2010 comme politique publique de soutien à l'engagement des jeunes. C'est aujourd'hui à peu près 140 000 jeunes chaque année, plus de 500 000 depuis 10 ans. Et c'est la possibilité offerte à des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de faire une expérience, de s'engager dans une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois, comme je le disais, dans une association, dans un service public, dans une fondation ou dans une collectivité territoriale. Et la spécificité, il y a pas mal de spécificités, mais un des fondamentaux, comme on dit dans notre jargon, c'est que le jeune en service civique, en fait, que la structure d'accueil, plus exactement, a l'obligation de proposer ou de mettre un tuteur à la disposition du jeune qu'elle accueille. C'est une obligation légale qui a été prévue par la loi de 2010. Et ce tuteur, il doit avoir été formé, là aussi c'est une obligation légale, il doit avoir été formé par l'Agence du service civique ou tous les organismes que nous agréons pour cela, et j'essaierai de vous dire pourquoi cette formation. Donc le rôle du tuteur de service civique, c'est d'abord d'accompagner le jeune à accomplir, entre guillemets, ses tâches de jeune en service civique. C'est de l'informer sur les droits et les devoirs des volontaires. Et puis aussi, et c'est très important, le rôle du tuteur, c'est d'aider le jeune dans ce qu'on appelle le projet d'avenir, l'APA, l'accompagnement au projet d'avenir, c'est-à-dire d'aider le jeune à basculer après son service civique dans l'emploi, dans une formation, et en tout cas de faire en sorte que l'après-service civique, qu'il y ait un impact positif de cette mission de service civique sur l'avenir du jeune. Donc ça, c'est un point très important du rôle du tuteur en service civique. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'obligation de résultat pour le tuteur de service civique, mais il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit se donner les moyens de faire en sorte que la mission de service civique pour le jeune, elle soit conforme à la philosophie du service civique, c'est-à-dire que c'est un apprentissage de la citoyenneté, que ce n'est pas un emploi ni un stage, mais que c'est une mission d'intérêt général. Ça, c'est important, une mission d'intérêt général qui lui offre une expérience de mixité sociale, qui l'aide à prendre confiance en lui, à acquérir des compétences. Et ce qu'on voit dans ces rôles du rôle du tuteur, c'est, comme je l'ai dit, l'accompagnement des tâches, l'accompagnement au projet d'avenir, mais c'est aussi, et ça se passe surtout dans l'accompagnement au projet d'avenir, aider le jeune à prendre conscience des compétences qu'il acquiert au fur et à mesure. Et ça, c'est un axe que le jeune ne peut pas accomplir seul. Il a besoin de cette espèce de miroir ou cette espèce de temps de réflexivité avec son tuteur pour prendre conscience de ce qui se passe pour lui pendant ce qui est à peu près 8 mois en moyenne de mission de service civique. Donc, ça, je crois que c'est essentiel, et j'imagine que c'est commun à toutes les expériences des associations engagées dans les assises du mentorat. L'enjeu pour le tuteur, je l'ai bien dit, c'est l'acquisition de compétences, l'aide à l'acquisition de compétences, le projet d'avenir. C'est aussi aider le jeune à respecter le cadre, parce que vous avez souvent des jeunes soit éloignés de tout emploi, de formation, ça peut être des décrocheurs qui ont peu l'habitude de respecter le cadre
Et même si la mission de service civique n'est pas un emploi, il y a bien sûr une obligation de respecter des horaires, d'être à l'écoute des autres personnes impliquées dans l'association ou dans la structure. Donc, respecter le cadre dans une relation qui est assez spécifique au service civique parce qu'on n'est pas dans une relation de subordination, ni entre les salariés de l'association, si c'est une association, ça peut être un service public, ni entre le jeune et le tuteur. On est vraiment dans une relation d'accompagnement sur un pied d'égalité, et ça a été dit déjà depuis ce matin. Et c'est évidemment quelque chose qui est assez rare, hein, je pense, dans le système français, cette relation évidemment sur un pied d'égalité, sans lien de subordination et qui n'est pas forcément naturelle pour les personnes qui, le plus souvent bénévolement, choisissent d'être tuteurs de service civique. Donc, c'est surtout cette posture qu'on essaie, pas d'enseigner, mais en tout cas d'accompagner, dont on essaie d'accompagner l'émergence, cette posture dans les formations au tutorat de service civique. C'est qu'est-ce que ça veut dire, cette absence de lien de subordination qui en même temps doit aider le jeune à prendre conscience de ses compétences, à respecter le cadre, etc. Un autre aspect de la posture du tuteur de jeunes en service civique, c'est qu'il est parfois un médiateur entre le jeune et la structure. Et ça, c'est une posture qui n'est pas facile parce que souvent le tuteur, il est salarié de la structure, mais dans son rôle de tuteur, il peut être médiateur entre le jeune et la structure quand il y a des difficultés, des incompréhensions, quand par exemple le jeune essaie de prendre des initiatives, parce que c'est une des spécificités du service civique, qu'on accompagne le jeune dans ses prises d'initiative, que la structure est un peu réfractaire, ou quand les droits des jeunes en service civique ne sont pas respectés, droit à congé, etc., et que les jeunes deviennent un peu revendicatifs, ils s'appuient sur le tuteur comme médiateur. Or, le tuteur vient de cette structure, donc vous voyez, voilà, parfois ça peut être un peu inconfortable. Donc, dans les formations, nous aidons aussi les tuteurs à acquérir ces outils-là pour gérer cette posture que j'appelle moi de médiateur, qui peut être une posture de médiateur. Qu'est-ce que les tuteurs nous disent aussi de leur posture? C'est évidemment la disponibilité, mais qui n'est pas une disponibilité 24/24, c'est une disponibilité parce que s'ils doivent aider le jeune à s'approprier le cadre, ça commence par le fait qu'eux donnent un cadre dans leur relation avec le jeune. C'est le meilleur moyen, c'est un reflet systémique. Le meilleur moyen d'aider le jeune à respecter le cadre de sa mission de service civique, c'est d'en fixer un entre le tuteur et le jeune, donc avec des rendez-vous réguliers, à des moments précis, avec une relation qui est encadrée. Ça, c'est, je pense, un point aussi assez important. Par ailleurs, j'ai parlé des formations, des postures attendues, du rôle attendu. Mais je crois aussi, et c'est ce que disent les tuteurs, il faut aussi des qualités qui soient personnelles. Il faut avoir le désir d'accompagner les jeunes. Ça, c'est important. On ne s'improvise pas non plus tuteur de service civique ou menteur. On peut passer des heures en formation, mais si on n'a pas un désir sincère ou peut-être quelques compétences personnelles, finalement, c'est plus difficile ou même impossible à faire. Donc, je crois que c'est un aspect qu'il faut aussi aborder franchement. Tout le monde n'est pas fait pour ça, hein. Voilà. En revanche, c'est un rôle essentiel. Si vous regardez dans les études d'évaluation du service civique, il y a une corrélation immédiate entre le niveau de satisfaction du jeune dans son service civique et la nature de la relation qu'il a eue avec le tuteur. Plus la relation a été bonne, fructueuse, apprenante, plus le jeune va se déclarer satisfait de sa mission de service civique. Donc, on voit qu'on demande beaucoup à ces tuteurs-là, et ça, ce sera ma conclusion, c'est qu'on est à un moment, et c'est pour ça que je suis ravie qu'on puisse participer aux assises du mentorat, on est à un moment important pour le service civique où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux reconnaître
ces tuteurs-là, dans toute l'énergie qu'ils déploient pour aider les jeunes à réussir, entre guillemets, au mieux leur mission de service civique. Il y a quelques structures qui donnent des primes à leurs tuteurs. Mais comme notamment dans le monde associatif, tout le monde n'a pas les moyens pour le faire, ça a créé un peu aussi des tensions. Et c'est plutôt cette reconnaissance. Par exemple, aujourd'hui, il existe le compte d'engagement citoyen. Est-ce que ça ne pourrait pas être une piste que les jeunes, que les tuteurs de service civique puissent avoir accès à ce compte d'engagement citoyen qui leur donnerait des droits à la formation? En tout cas, c'est une question ouverte que je pose à notre cercle et plus largement au collectif Mentorat pour qu'on continue à se mobiliser tous ensemble pour que ce rôle essentiel du mentor, du tuteur, il soit pleinement reconnu. Je n'ai sûrement pas tout dit, mais je suis disponible pour des questions. Merci de votre écoute et de votre attention. Merci à vous, merci beaucoup. On reprendra en effet un petit temps, on aura sans doute une dizaine de minutes ensuite avant le retour en plénière pour reprendre des questions. Donc Atina est de nouveau parmi nous, qui a été coupée tout à l'heure. Donc vous en étiez un petit peu sur le fait que les jeunes finalement sont peut-être les premières à savoir aussi l'accompagnement dont elles ont besoin et ce qu'elles viennent chercher. Donc peut-être Atina... pouvoir reprendre là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une question assez spécifique à Révèle dans le chat, puisque la question est posée sur finalement quelle différence entre le mentorat et le rôle modèle. Est-ce que c'est une question de temps passé avec les jeunes filles? Est-ce que finalement c'est un aspect plus collectif qu'individuel? Donc Atina, je te redonne la parole. Merci Camille et désolée pour ce petit souci technique. Donc oui, la rôle modèle chez Révèle, ce n'est pas un mentor dans le sens où il n'y a pas un parcours sur 9 mois ou 1 an avec des temps de rencontres mensuels qui sont posés. Nous, les rôles modèles interviennent sur des moments spécifiques sur les parcours Révèle, donc au moment des jurys, donc où les jeunes filles pitchent leurs projets, et elles sont amenées aussi à accueillir des jeunes filles sur des journées Révèle-moi ta vie 2, où la jeune fille va découvrir la réalité d'un métier d'une jeune femme. Ensuite, elles peuvent, il y a des relations qui se font dans le temps, mais c'est de manière informelle et pas cadrée par l'association. Ce n'est pas notre cœur de métier que de faire du mentorat. C'est pas ça. Par contre, quand la rôle modèle vient chez Révèle, ce qu'elle vient chercher, c'est parce qu'elle se reconnaît dans le fait qu'elle est une femme comme ces jeunes filles, qu'elle a eu 16 ans et que du coup, elle aurait bien aimé à son âge avoir ces parcours un peu transformateurs où on travaille beaucoup sur les notions de confiance en soi. Et donc, du coup, elle vient aussi parce qu'elle adhère à ça et parce qu'elle sait que, quand on est une jeune femme et que, on est de milieu modeste, on a aussi ce déterminisme en plus du genre qui vient se rajouter avec tout un travail de déconstruction des croyances limitantes à faire. Ce type de parcours est très utile et les rôles modèles viennent pour, témoigner de cette ouverture des possibles à travers leur parcours et montrer qu'on peut, en tant que femme, aussi y arriver envers et contre tout. Et si j'ai envie de devenir pilote de ligne, c'est possible. Alors que d'où on a quand même des jeunes filles qui ont parfois des stéréotypes construits sur ça c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes, je pourrais jamais faire ce type de métier. Donc elles ont vraiment ce rôle-là de venir ouvrir le champ des possibles à travers juste le partage, je dis juste, mais c'est pas facile, de leur expérience en affichant leur vulnérabilité. J'insiste là-dessus, elles ne sont pas là d'abord pour dire c'est quoi être pilote de ligne, mais plutôt de se raconter son parcours de femme qui a fait qu'elle est arrivée aujourd'hui à être pilote de ligne. Sur les questions, je dirais sur les points de vigilance, par exemple, nous, ce qui est important pour nous, la rôle modèle, quand elle vient chez Révèle, on a une réunion d'information où on va prendre le temps d'expliquer qui sont nos jeunes filles. Ce public-là, c'est qui? Quelles sont leurs réalités? Qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien? Pour préparer aussi, parce que parfois on a des rôles modèles qui sont d'univers, ce qui fait à la fois la richesse, mais d'univers complètement différents et de réalités différentes de ce que peuvent vivre nos jeunes filles. Et c'est important d'expliquer. Pour pas... on a déjà eu des cas où des femmes ont été un peu bousculées parce qu'elles pouvaient entendre par la réalité de certaines jeunes filles. Donc ça s'explique, il faut faire de la pédagogie,
Et il faut aussi protéger. On fait ça aussi pour protéger à la fois la rôle modèle, pour pas qu'elle qu'elle se prenne quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, et aussi bien cadrer le rôle de la rôle modèle. Donc, je donne un exemple très, très spécifique. On a eu une jeune fille dernièrement qui a fait une journée Révèle-moi ta vie 2. Comme on crée des espaces de confiance, la jeune fille, du coup, libère la parole et est amenée à raconter à la rôle modèle une situation, en fait, un peu, je dirais, qu'elle vivait dans sa famille d'accueil, qui était voilà, victime d'attouchement, je dirais, voilà, pour dire les choses. Sauf que cette jeune fille est comment dire, mineure. Donc, quand on est en plus, on intervient avec des mineurs, c'est important de poser le cadre. Et donc, cette rôle modèle savait qu'il fallait du coup amener l'information auprès de Révèle et que Révèle allait comment dire, reprendre le relais, puisque voilà, on est obligé dans certains cas de spécifier en fait la situation auprès des services sociaux. Donc, je dis ça pour bien poser le cadre quand on intervient aussi. Il peut y avoir des situations auquel on n'est pas préparé, et il faut du coup créer un cadre sécurisant à la fois pour la jeune fille et à la fois pour la rôle modèle, surtout quand on est avec un public de mineurs. Ensuite, je rebondis sur ce que disait Béatrice sur les notions de posture, sur les qualités qu'on demande au rôle modèle. Oui, l'écoute, savoir écouter, ce qui paraît simple, mais l'écoute, la vraie, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, savoir écouter, c'est accepter les silences aussi, les silences, en tout cas dans ce qui peut se passer entre la jeune fille et la rôle modèle, quand une rôle modèle témoigne et qu'il y a du silence, parfois elle peut avoir envie de parler et en fait non, il ne faut rien dire parce qu'il se passe des choses dans ce silence et que ce silence, il peut être très puissant au contraire. Donc c'est voilà, de pouvoir accepter ces silences, être dans le questionnement et pas dans le conseil. Si la jeune fille ne demande pas des conseils, peut bien cadrer. Si la jeune fille ne demande pas de conseils, ne pas donner de conseils, en fait, mais parler de soi, parler de son expérience, et la jeune fille va venir puiser et faire confiance en la capacité à la jeune fille à s'identifier et à apprendre. Et puis aussi l'importance de dire pourquoi vous voulez être mentor, pourquoi vous êtes rôle modèle, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, et de le partager aussi avec la jeune fille ou le jeune que vous accompagnez, parce que c'est poser les intentions et ça permet aussi de mettre de l'humain, c'est-à-dire de créer la relation beaucoup plus facilement. Et quand la jeune fille sait pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous anime dans le fait d'être là aujourd'hui, à l'écouter parler, ça renforce d'autant plus le lien et ça crée encore plus la confiance. Voilà, je pourrais dire plein d'autres choses, mais je trouve que c'est toujours plus facile d'avoir des questions que de parler comme ça tout seul. Je n'ai pas l'habitude, donc voilà, je suis preneuse des questions s'il y en a. En tout cas, ce que je peux dire sur les jeunes filles, qu'elles en ressortent avec quoi? Alors bien évidemment, comme dans toutes les associations qui font du mentorat, il y a des histoires de rencontres extraordinaires, des trajectoires professionnelles qui sont changées. J'ai le cas d'une jeune fille dernièrement qui a pu accéder à un stage chez Google parce qu'on avait une rôle modèle de chez Google et que c'était quelque chose qui n'était même pas dans son imaginaire de pouvoir faire un stage chez Google. Donc voilà, des histoires comme ça, je pense qu'on en a tous des milliers à partager. Et surtout, je pense que ce que ça change chez les jeunes filles, c'est vraiment ce pouvoir, cette puissance de l'identification, en fait. C'est-à-dire de se dire, cette femme, elle a vécu dans les mêmes, je dirais à peu près les mêmes conditions que moi, parfois, ou pas, en tout cas avec les mêmes problématiques. Elle a échoué, mais c'est OK. Elle a réussi à surmonter ses obstacles, donc c'est possible. Et du coup, moi aussi, je peux le faire, en fait. C'est vraiment ça, la force du rôle modèle, c'est d'y croire. Et à partir du moment où vous avez un jeune en face de vous qui retrouve l'envie, qui y croit, après, tout est possible. Mais il y a ce déverrouillage à faire, et c'est ça qui va amener après au passage à l'action. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes filles, à force de voir des rôles modèles, sont très à l'aise dans l'exercice du réseautage. Et donc, elles n'hésitent pas à questionner quand elles rencontrent quelqu'un pour la première fois, à poser des questions, à aller chercher l'information. Et du coup, elles sont mises dans une dynamique
d'action. Et quand elles vont chez nos partenaires entreprises pour des journées, par exemple, Révèle-moi ta vie 2, elles sont complètement à l'aise parce que voilà, on les a aussi amenées tout doucement à comprendre qu'elles avaient de la valeur, qu'elles étaient capables et qu'il fallait qu'elles aient confiance pour se mettre en action. Et que les choses, tant qu'il y a de l'action, tant qu'il y a du mouvement, on avance, quoi. Voilà. Merci beaucoup Atina. On va en effet prendre quelques questions qu'on a relevées dans le chat, enfin toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Une première question sur un petit peu finalement la bienveillance versus un certain principe de réalité. Un peu cette question autour de finalement, voilà, la bienveillance est essentielle pour justement construire cette relation de confiance, être à l'écoute. Mais quand on sait que, notamment quand on travaille l'orientation, certains parcours peuvent être plus difficiles que d'autres, etc. Comment finalement jongler entre bienveillance, ouverture des champs des possibles, tout en étant assez réaliste avec le jeune qu'on accompagne? Alors, est-ce que quelqu'un, un des intervenants, souhaite démarrer avec une première réponse à cette question sur la bienveillance et le principe de réalité? Moi, je veux bien éventuellement commencer à répondre. Effectivement, se pose un certain nombre de problèmes, parfois des choix d'orientation, des jeunes qui sont parfois peut-être très ambitieux et la réalité du terrain et autres. Ce qu'il faut, je pense, dans un premier temps, leur faire prendre conscience, c'est que il y a peut-être possibilité de trouver une solution, sauf que du coup, tout va dépendre en fait de la motivation aussi, je pense, du jeune et de ses compétences. À savoir que, par exemple, pour atteindre certains parcours, on va prendre d'autres filières. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut aussi être une discussion, leur faire prendre conscience que malheureusement, c'est peut-être pas des choses qui sont faites pour eux, mais qu'il y a peut-être d'autres moyens en fait et d'autres épanouissements que cette filière-là. Parce que malheureusement, et ça ils l'entendent en fait les jeunes, que il y a des contraintes et que malheureusement il y a des fois c'est des résultats, c'est des notes, des choses comme ça, et que quand ça ne suit pas, c'est pas forcément toujours possible. Mais en contrepartie, il y a peut-être une autre piste ou une autre façon d'atteindre cet objectif-là. Mais voilà, souvent, c'est aussi leur faire prendre conscience que il faut bosser et que les enseignants, on a beau leur dire ça de façon permanente, mais que quand il y a d'autres personnes qui interviennent et qui ont exactement le même discours que les enseignants, à partir de là, il y a un impact. Et effectivement, souvent, le jeune, il y a un déclic et ça se met parfois à bosser et c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que quand il y a, voilà, l'intérêt du mentor aussi, c'est de faire prendre conscience que les enseignants peuvent dire, c'est vrai, c'est pas parce qu'on est, voilà, on est juste là pour, entre guillemets, les réprimander ou je ne sais trop quoi. Mais voilà, c'est que quand on dit qu'il faut bosser et que quand je vois les élèves en stage en entreprise et que les tuteurs d'entreprise en troisième leur disent que pour en arriver là, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Voilà, si on tient tous le même discours, ça marchera. Oui, alors bienveillance, pour moi, ça veut dire par exemple ne pas être dans le jugement, non? Donc, prendre ce qui vient en fait. Voilà, c'est aussi, ça rejoint cette forme de sincérité dont je parlais tout à l'heure. Un autre point, c'est de la bienveillance, ce qui suppose d'avoir fait soi-même un travail aussi sur son propre chemin professionnel pour pas transférer sur l'autre, par exemple, des frustrations. Moi, j'ai pas réussi. Voilà, moi, j'ai échoué à Normal Sup. Bon, moi, j'ai déjà accompagné une cagneuse. Ça m'a envoyé quand même un reflet sur mon propre échec. Il se trouve qu'elle a réussi très bien. Mais donc, voilà, ça veut dire quand même être capable aussi d'être un peu introspectif sur son propre parcours. Et là, je donne un exemple top niveau, mais pour moi, on peut réussir dans tous les domaines. Je veux pas, il y a du top niveau dans tous les domaines, pas uniquement académique. Donc, pour moi, la bienveillance, c'est vraiment mettre de côté le jugement, être dans cette sincérité d'ouverture à l'autre dans toutes ses spécificités et donc de se méfier des projections.
et puis aussi l'aider à trouver ses propres solutions. Et donc, ne pas aller trop vite, ne pas être dans le yaka faucon. Et parfois, quand on a un jeune qui est au bord de la catastrophe, on est pressé pour lui parce qu'on se dit si c'est pas aujourd'hui, c'est plus jamais. Et ça, c'est pas facile. Mais éviter le yaka faucon, pardon pour la formule un peu, voilà, un peu brute, mais prendre le temps qu'il trouve en fait sa propre manière de faire. Ça, je pense que ça peut aussi être utile. Merci beaucoup. J'enchaîne avec… Oui, pardon. Camille, je voulais juste spécifier quelque chose d'autre parce que je trouve que ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles parlent aussi des peurs aussi parfois qu'on peut avoir face à certaines situations. Et je pense que c'est aussi important, et il y a beaucoup d'associations qui le font, de créer des espaces, en fait, je dirais, de supervision où justement les mentors peuvent venir poser leurs difficultés, et souvent ces difficultés sont liées aussi à leurs propres limites, et ce que disait Béatrice sur le fait de l'effet miroir est dans les deux sens. Et du coup, on peut aussi vivre à travers le jeune, avoir des frustrations qu'on a nous-mêmes vécues et vouloir agir sur nos frustrations et entre guillemets se soigner soi en voulant soigner l'autre, ce qui n'est pas du tout la chose à faire, et c'est là où on va droit dans le mur. Et c'est pour ça que ça demande un travail sur soi, en fait, d'être mentor. Un bon mentor est un mentor qui a travaillé sur lui-même, qui est aligné, qui se connaît bien et qui du coup va de fait créer une relation où le jeune est protégé et où lui est protégé. Donc où chacun est à la bonne place. Donc je voulais juste préciser ça. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et c'est en effet très important. Ça fait pas mal le lien avec une des questions qui a été posée, justement, qu'on pourrait regrouper sous finalement comment dire, le cadre et les limites en tant que parrain, marraine, mentor. Avec cette question, en effet, comment, quelles limites dans le mentorat, comment on ne devient pas un assistant scolaire, conseiller d'orientation, comment on peut s'outiller pour aussi orienter vers les bonnes ressources, etc. Donc, derrière cette question, il y a finalement l'accompagnement, en effet, des structures dans lesquelles on s'engage, qui peuvent proposer des accompagnements divers et variés en fonction aussi de l'engagement qu'on souhaite. Donc, peut-être, Atina, Linda, si vous souhaitez rebondir sur en effet, cet accompagnement au cadre et aux limites du bénévole engagé dans son mentorat. Et petite information, du coup, à 30-35, on sera tous redirigés de manière automatique en plénière. Mais voilà, il nous reste 5 grosses minutes avant le retour en plénière. Je vais me permettre de répondre, Camille. Vous le dites très justement, vous évoquez le cadre. Donc, le cadre, il va venir permettre de border effectivement d'une certaine manière les choses. Et le cadre, il est posé, alors dans le cas d'NQT, il est posé par NQT, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui veillent tout simplement, alors en amont, à faire cette mise en relation entre ces mentorés, ces jeunes et les mentors, donc les cadres en entreprise. Et évidemment, il est nécessaire, en tout cas notre responsabilité, elle est de s'assurer que les mentors disposent des bons outils, qu'ils ont suffisamment bien compris leur rôle. Donc voilà, le cadre finalement, il est posé par la structure, l'association, l'organisation, qui va venir mettre quelque part, en tout cas instaurer des pare-feux et s'assurer que les limites sont bien comprises de tous. Voilà déjà je dirais le fondement, en tout cas ce qu'il faut garder en tête en matière de mentorat, c'est que le bénévolat, quel qu'il soit, il doit s'inscrire dans un cadre qui est inscrit en amont. Dans le cas d'NQT, il y a la structure, il y a les équipes, il y a les outils, il y a les process également qui doivent venir rassurer de part et d'autre, en tout cas rassurer le mentor sur le fait que la manière dont il s'y prend
est forcément la bonne, puisque voilà, il s'appuie sur ces moyens que l'on met à sa disposition, et c'est ce qui permet effectivement d'accompagner ces jeunes de manière la plus sereine possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a besoin peut-être pour compléter, la question du cadre, c'est aussi comment est-ce qu'on transmet les principes pédagogiques en fait, de son approche à toutes les différentes parties prenantes. Je prends par exemple, bon, comme beaucoup, on travaille avec des entreprises et donc des mentors, je dirais des rôles modèles du monde de l'entreprise. C'est important en fait dès le départ d'accompagner, de transmettre en fait quels sont les partis pris pédagogiques dans la posture en fait, que ce soit de mentor ou de rôle modèle de la structure, de les expliciter parce que ce n'est pas forcément des notions qui sont acquises, c'est des personnes qui sont dans des métiers différents et souvent ce sont des postures et des savoir-faire qui d'ailleurs après sont utilisés en interne en entreprise. On a beaucoup de rôles modèles qui nous disent bah, voilà ce que j'ai appris à travers cette relation de rôle, avec la jeune fille et ce rôle de rôle modèle, je l'utilise dans mes équipes aussi. Donc, c'est important en fait de le préciser, de l'expliciter et d'accompagner vers ce rôle-là pour que la rôle modèle ait un cadre clair. Et je dirais que le cadre est clair quand les attentes sont claires. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de la mentor ou de la rôle modèle dans le cas de Révèle. Voilà, qu'est-ce qui fait que la relation va être réussie et d'être très spécifique parce que ça aide, ça limite et ça permet encore une fois de sécuriser la rôle modèle ou le mentor dans sa relation avec le jeune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Atina, pour ces compléments. Du coup, nous allons conclure cet atelier puisque nous allons tous retourner en plénière pour une conclusion de cette matinée.